Il est maintenant le tour de M. Stéphane Loire, qui est conservateur général adjoint au directeur au département des peintures du musée du Louvre, où il est chargé des collections de peintures italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles, et qui est l'auteur du catalogue raisonné des peintures italiennes des XVIIe et XVIIIe siècle, et était le commissaire de plusieurs expositions. Il va nous parler de son projet de recherche sur les 4 registres manuscrits de l'inventaire Napoléon consacré aux peintures. C'est un projet qui est la continuation du projet de l'édition de 2 volumes de l'inventaire du Louvre des Antiques, qui a été dirigé par Jean-Luc Martinez il y a quelques années. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. La recherche dans les musées, c'est souvent la reprise de projets de recherche antérieurs que nos prédécesseurs avaient rêvé de mener, qui n'avaient pas pu achever, qui n'avaient pas pu simplement entreprendre, faute de temps, faute de moyens. Et la recherche dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est adossée à un important projet de publication, est exactement dans ce cas. C'est-à-dire qu'il s'agit de reprendre un projet de publication complète de l'inventaire Napoléon qui avait été lancé à la fin des années 1990 par Pierre Rosenberg, alors président-directeur du musée du Louvre, dans le cadre de la préparation de l'exposition Vivant de nom, l'œil de Napoléon, une exposition qui a eu lieu en 1999-2000. À l'occasion de cette exposition, 2 projets importants de publication de sources avaient été envisagés. Le premier, c'était la publication de la correspondance administrative de Vivant de nom qui a été réalisée en 1999. Et le second, c'était la publication intégrale des 17 volumes de l'inventaire Napoléon. Alors de ce projet de publication, 2 volumes seulement sont parus. 2 des volumes seulement de l'inventaire ont été publiés. Donc ce sont les 2 volumes consacrés aux antiques du musée Napoléon. Donc cette publication dirigée par Jean-Luc Martinez, parue en 2004 dans la défunte collection des notes et documents de la Réunion des musées nationaux, donc a donné l'intégralité du texte des 2 volumes consacrés aux sculptures antiques et modernes de l'inventaire Napoléon, avec une annotation du document. Donc ce sont les commentaires que vous voyez sous chacune des notices, avec une petite liste de références bibliographiques significatives pour documenter la présence des œuvres dans les collections du musée Napoléon à l'époque de la rédaction de l'inventaire. Et c'est exactement ce travail que j'ai entrepris pour les 4 volumes consacrés donc aux peintures. Alors l'inventaire Napoléon, ce sont 17 volumes, 4 volumes pour les peintures, 4 volumes qui sont répartis par école. Il y a un volume pour l'école italienne, un volume pour les tableaux des écoles allemandes, flamandes et hollandaises, un 3e volume pour les tableaux de l'école française, et enfin un 4e volume pour les tableaux envoyés en dépôt dans d'autres lieux, c'est-à-dire principalement les 15 musées créés par l'arrêté du consulaire du 14 Fructidor en 8, donc qui a institué 15 grands musées dans des villes françaises ou de la France de l'époque, puisqu'il avait également Bruxelles, Genève et Mayence parmi ces 15 villes. Et puis, il y a également dans ce 4e volume un grand nombre de tableaux qui ont été, donc sous l'Empire, envoyés dans d'autres lieux. Il y a eu à partir de 1802 des envois à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a eu en 1806 un envoi important dans les églises de Paris après un concordat. Et puis il y a eu en 1811 d'autres envois, des envois qui ont été faits parallèlement à d'autres arrivées d'œuvres très importantes, puisque l'inventaire Napoléon a cette particularité essentielle d'être en fait l'inventaire de toutes les œuvres d'art qui sont passées au Louvre entre la création du musée 1793 et la chute de Napoléon en 1815, c'est-à-dire qu'il n'y a en fait aucun autre document qui documente de façon aussi précise la présence des œuvres, en partie des tableaux, dans les collections. Pour les tableaux, il y a des notices qui sont des listes d'œuvres présentées lors des différentes expositions temporaires qui se sont succédées à partir de 1793. Il y en a eu plusieurs, notamment dans le Salon Carré en 1798, mais il n'y a, à l'exception de cet inventaire Napoléon, aucun registre complet qui rende compte d'une façon complète de l'extraordinaire bouleversement qui s'est produit à Paris, en France, dans l'Europe entière, lors de la Révolution française, lors des années de l'Empire, et qui ont conduit donc à ce que le Louvre, au moment de la chute de Napoléon, abrite un ensemble d'œuvres absolument exceptionnel, un ensemble qui était sans pareil, et qui, pour les tableaux, comportait en fait 6000 tableaux. Alors 6000 tableaux, c'est à peu près l'équivalent du nombre de tableaux
qui sont aujourd'hui au musée du Louvre. Actuellement, nous en exposons à peu près 3500. À l'époque du musée Napoléon, on n'en a jamais exposé plus de 1200. Et cet écart entre le nombre de tableaux qui sont passés par le musée Napoléon, 6000, et ceux qui ont été exposés simultanément, jamais plus de 1200, eh bien, explique sans doute qu'on ait très vite envoyé des tableaux dans des dépôts de province ou dans des églises. Alors, le document de l'inventaire Napoléon, il est rédigé sur le même type que les autres volumes de l'inventaire Napoléon. On sait que ce document a été entrepris vers 1810 à la demande du comte Daru, ministre de l'Intérieur. Il a été réalisé sous l'égide de Vivant Denon, le directeur des musées impériaux. Et on sait que parmi les rédacteurs de cet inventaire, qui est un document extrêmement précis, eh bien, il y avait un jeune auditeur au Conseil d'État, Henri Bayle, devenu plus tard célèbre sous le nom de Stendhal, donc le grand écrivain, qui a été étroitement associé à la rédaction de cet inventaire. Alors sur l'image de gauche, eh bien, vous voyez donc la première page de l'inventaire pour les peintures. Donc il y a une colonne avec le nom d'artiste, il y a une description des œuvres, il y a les dimensions, il y a la provenance qui est parfois très sommaire. Il y a une estimation onéreuse de l'œuvre, ce qui est une donnée extrêmement intéressante, j'y reviendrai. Il y a également une estimation du cadre de l'œuvre, et là encore il s'agit d'une information tout à fait intéressante. Et puis il y a de très nombreuses annotations, et des annotations qui rendent compte en particulier d'un grand nombre de restitutions qui ont été effectuées après la chute de Napoléon. Je vais y revenir. Alors sur l'origine des 6000 tableaux qui figurent dans l'inventaire Napoléon, eh bien, on a en quelque sorte consolidé, comme on dirait aujourd'hui, l'ensemble des collections présentes au Louvre ou passées par le Louvre, puisqu'au moment où l'inventaire a été rédigé, une partie des œuvres avait déjà quitté le Louvre. Donc il y a le noyau des œuvres provenant de l'ancienne collection royale. Les collections royales, ce sont environ 30% des 6000 tableaux. Ce sont des tableaux qui, pour les plus anciens, on peut dire, proviennent des collections de François Ier. Il y a notamment les tableaux de Léonard de Vinci. Ce sont essentiellement donc les tableaux de Louis XIV, qui était un grand collectionneur, qui est véritablement à l'origine de la collection de peinture du musée du Louvre, qui a procédé donc à des achats par bloc de collections dans les années 60-70, et une collection qui s'est par la suite accrue avec les commandes passées notamment pour Versailles ou les résidences royales. Et puis il y a également pour les œuvres des collections royales assez peu d'acquisitions datant du règne de Louis XV, mais en revanche un grand nombre d'acquisitions qui ont été faites pendant le règne de Louis XVI. Il s'agit en particulier de la série de la vie de Saint-Bruno par Le Sieur, qui a été achetée au couvent des Chartreux dans les années des Chartreux de Paris dans les années 1770, à un moment où on prévoyait déjà d'ouvrir ces collections publiques, ces collections royales au public dans l'enceinte du Louvre, qui était en quelque sorte laissé vacant par la monarchie depuis l'installation de la cour à Versailles en 1682. Et en vue de cette ouverture, qui était une idée des Lumières, eh bien, le comte d'Angy Villers, surintendant des bâtiments, a fait procéder à de très nombreuses acquisitions sur le marché de l'art parisien. Alors parmi les œuvres figurant dans l'inventaire Napoléon, il y a également les saisies révolutionnaires. Alors il y a environ 30% d'œuvres qui proviennent de saisies révolutionnaires en France, donc des œuvres saisies dans les églises, des œuvres saisies dans les ordres, des œuvres issues des ordres religieux supprimés, des œuvres qui proviennent également des collections de l'Académie royale de peinture et de sculpture, comme l'embarquement pour Citerre de Watteau, ou encore des œuvres qui proviennent de saisies d'immigrés, comme le tableau de Le Nain que vous voyez à droite, qui provient de la collection personnelle du comte d'Angy Villers. Et puis il y a les œuvres qui proviennent des saisies à l'étranger. Alors ces saisies ont été effectuées à partir de 1794 à l'étranger. Ces saisies ont été effectuées, on peut dire, jusqu'en 1811, 1812, et elles représentent environ 40% des tableaux figurant dans l'inventaire Napoléon. Donc pour l'Italie, ce sont des œuvres qui ont été saisies à Rome, à Venise, à Bologne. Vous voyez à gauche la transfiguration de Raphaël, qui était l'œuvre sans doute jugée la plus insigne de toutes les collections du musée Napoléon, puisque le tableau était estimé 1 500 000 francs. Vous avez donc les noces de Cana, vous avez la dernière communion de Saint Jérôme du Dominicain, qui était une œuvre bénéficiant d'une aura exceptionnelle à la fin du XVIIIe siècle. Et vous avez donc d'autre part des tableaux venus de Flandre, donc des tableaux arrivés dès 1794, et vous avez également donc des tableaux venus d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne. Alors ce sont
pour les tableaux venus d'Autriche, des tableaux arrivés en 1809, donc un an seulement avant que Napoléon n'épouse l'héritière du trône d'Autriche. C'est assez curieux. Il y a des tableaux venus d'Allemagne qui sont arrivés d'Allemagne dès 1793, dès les premières guerres révolutionnaires au-delà du Rhin. Et puis, il y a surtout des tableaux qui ont été saisis en Allemagne par Vivant Denon, qui a lui-même choisi les œuvres, donc en 1806-1807, des œuvres qui provenaient principalement des collections princières de Cassel, de Brunswick, de Berlin. On rejoint là le thème qui nous anime aujourd'hui des collectionneurs, puisque cet inventaire Napoléon, en quelque sorte, récapitule la réunion d'un grand nombre de collections. Et puis, il y a également, c'est moins connu et c'est un peu plus difficile à étudier, près de 300 tableaux qui ont été envoyés d'Espagne par Joseph Bonaparte, donc le frère de l'empereur, Joseph Bonaparte, qui avait été placé sur le trône d'Espagne et qui, pour plaire à son frère, eh bien, a fait envoyer de façon assez autoritaire près de 300 tableaux qui provenaient de grandes familles espagnoles ou des collections de la couronne espagnole. C'est le cas du tableau de Velázquez, Jacob recevant la tunique de Joseph, qui est venu au Louvre mais qui n'a jamais été présenté, et tous ces tableaux venus d'Espagne sont revenus très vite, en fait, dès 1814. Alors sur la question des prix des œuvres d'art, c'est un des avantages de cet inventaire Napoléon que de nous fournir sur un échantillon d'œuvres extrêmement varié et extrêmement large, et bien des estimations qui rendent compte en quelque sorte de la perception des grandes écoles de l'histoire de la peinture, des grands artistes de l'histoire de la peinture qu'avaient les hommes de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Vous avez donc ici un échantillon classé par ordre décroissant des estimations données aux œuvres. Cette pratique de l'estimation a été reprise sous la Restauration, elle a été abandonnée par la suite, mais je dirais que c'est une pratique que nous avons encore aujourd'hui lorsque nous devons prêter des œuvres à des expositions. Nous devons donner une valeur d'assurance, et vous constatez donc une échelle de valeur qui est assez surprenante parfois, puisque l'arrêt de Chardin ne vaut que 1000 francs, alors que les pestiférés de Jaffin, un tableau contemporain, en vaut 16 000, le Sermon des Horaces de David en vaut 40 000, et la Joconde en vaut 90 000, et tout en haut, eh bien, la Transfiguration de Raphaël vaut 1 500 000 francs. Donc ce sont des estimations qui, réunies dans ce document, eh bien, fournissent un échantillon très intéressant de ce que pouvait être la valeur des œuvres d'art à l'époque où a été rédigé l'inventaire Napoléon. Et l'un des intérêts de la publication que je prépare, eh bien, sera de permettre d'établir des courbes statistiques, des courbes statistiques, et on pourrait dire même des éléments de comparaison avec d'autres œuvres d'art. On a vu tout à l'heure que certains vases grecs passés en vente au début du XIXe siècle valaient beaucoup plus cher que certains des tableaux aujourd'hui les plus célèbres des collections du Louvre. Alors quelques mots peut-être sur les restitutions, c'est une chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a eu environ 2600 tableaux prélevés à l'étranger, environ 2200 ont été restitués. La façon dont ces restitutions ont été faites a été très empirique, c'est-à-dire que lorsque Louis XVIII est revenu en France au printemps 1814, il affirmait très solennellement, lors d'une séance du 4 juin 1814 devant la Chambre des représentants, je cite, « La gloire des armées françaises n'a reçu aucune atteinte, les monuments de leur valeur subsistent et les chefs-d'œuvre des arts nous appartiennent désormais par des droits plus stables que ceux de la victoire. » C'est-à-dire que pour Louis XIV revenant en France, Louis XIV occupant le trône vacant de Napoléon, il n'y avait pas lieu de rendre quoi que ce soit. Louis XVIII a très vite changé d'avis, puisqu'il a eu très vite il a dû devoir très vite répondre à des demandes de familles d'émigrés, notamment le prince de Condé. Il a dû très vite faire rendre des tableaux aux émissaires de Berlin, mais les choses n'ont pas trop bougé jusqu'à la fin des 100 jours, c'est-à-dire jusqu'à la chute de Napoléon. La chute de Napoléon qui est intervenue après Waterloo, le 15 juin 1815. Le congrès de Vienne, qui s'était terminé quelques jours auparavant, n'avait rien dit de ces transferts d'œuvres d'art, il n'avait rien dit des éventuelles demandes de restitution par les alliés qui se trouvaient à Paris en France, et les choses se sont déroulées là encore de façon très empirique, c'est-à-dire que Vivant Denon, le directeur du musée, a eu à affronter directement, quelquefois avec une certaine violence, les demandes très pressantes des émissaires étrangers qui étaient notamment
animé par le duc de Wellington, qui a franchement affirmé la volonté d'humilier les Français en reprenant tout ce qui avait été pris par les Français et qui se trouvait au Louvre. Et donc ces reprises ont été extrêmement importantes. Elles ont été quasiment complètes pour l'Allemagne, pour l'Autriche, pour l'Espagne. En Italie, la moitié des œuvres sont revenues, mais on pourra peut-être dire pourquoi une moitié des œuvres ne sont pas revenues. En tout cas, sur les 2600 tableaux qui avaient été prélevés à l'étranger, environ 2200 ont été restitués. Alors entre 2600 et 2200, il y en a 400. 400 tableaux qui sont restés en France ou qui ne sont pas localisés actuellement, puisque un certain nombre de tableaux qui avaient été prélevés à l'étranger ont été perdus en route, n'ont pas été retrouvés, ils ont été envoyés dans des lieux où on ne les a pas retrouvés depuis. C'est l'un des intérêts de ce travail que de permettre de localiser aussi précisément que possible donc les œuvres qui figuraient au musée Napoléon au musée du Louvre entre 1793 et 1815. Et pour conclure, simplement, je préciserai que le musée du Louvre conserve actuellement environ 75 tableaux prélevés à l'étranger entre 1794 et 1815. 75 tableaux sur les 6000 actuellement présents au musée, c'est-à-dire environ 1,25% du nombre total des peintures actuellement conservées au musée. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Luard, de cette intervention dont le sujet dépasse largement le musée du Louvre, car il s'agit en fait de quelque chose qui porte sur une dimension tout à fait européenne.